Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve. Et on va parler du Alou-La-Tour. On va revenir sur cette course qui va durer de mardi à samedi prochain, parce qu'elle s'arrête le samedi, cette épreuve. On va revenir sur cette course de début de saison, avec toujours des moments importants sur cette épreuve, et notamment une arrivée lors de l'étape numéro 4 qui est toujours extrêmement compliqué. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos favoris, notamment du côté du sprint, du côté du classement général sur cette épreuve, peut-être des coureurs que vous allez suivre également sur cette course si vous allez la regarder. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, parce que vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et puis vous pouvez également faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Et je remercie les gens qui le font. Allez, Alou-La-Tour, parcours 2025 de ce Alou-La-Tour plus difficile que l'an dernier, un positionnement également qui est différent. C'est vrai que le Alou-La-Tour a été décalé d'une semaine. Avant il était plutôt en même temps que l'Étoile de Bessèges et que le Tour de la Communauté de Valence. Désormais il est en même temps que les courses à Palma de Majorque, peut-être pour avoir un petit peu moins de concurrence. C'était peut-être une demande des équipes du côté du calendrier. Pourquoi le parcours est plus difficile que l'an dernier? Alors on a toujours cette montée du Skyview of Arat Ouérid, hein, donc le point de vue de Arat Ouérid, qui est toujours aussi compliqué. Ça reste une montée très dure. Et puis on a rajouté une autre étape également dès le deuxième jour de course, avec la montée de Bir Jeyda Mountain Virka, qui sera également une montée pas évidente. Et ça c'est une montée, j'ai l'impression, inédite. Donc on aura ces deux difficultés au programme. Donc au final on a 3 étapes de sprint pour 2 étapes de montagne, on va pas dire ça, mais pour 2 étapes qui vont correspondre plutôt aux grimpeurs punchers. Pour moi, le Alou-La-Tour, qui est pourtant une course assez récente, est devenu plus important, je trouve, que le Tour d'Oman. On a un peu plus de densité déjà en termes de coureurs, même si c'est pas la densité de l'UAE Tour. Surtout, j'ai l'impression que ce format-là et les différentes difficultés permettent à des grimpeurs, à des grands noms de venir. Voilà, surtout depuis la deuxième et la troisième édition. C'est vrai que les 2 premières éditions, on n'avait pas forcément des grands noms déjà, parce que la première édition c'était surtout du sprint, à l'époque où cette course s'appelait le Tour d'Arabie Saoudite. Et puis ensuite le Alou-La-Tour a réussi à densifier son parcours, notamment avec cette montée du Skyview of Arat Ouérid. Que dire d'autre sur cette épreuve? Eh bien, pour moi, c'est un peu l'idéal quand même pour se préparer du côté des sprinters, parce qu'on est sur des grosses routes, parce que ça permet vraiment de travailler son train. En plus, comme il n'y a pas forcément tous les meilleurs sprinters du monde, ça permet de travailler son train sans être trop embêté. Donc ça permet de créer de la cohésion. Parce qu'il y a moins de densité que sur un UAE Tour ou que sur les épreuves à Palma de Majorque aussi. Donc ça c'est l'idéal. Les conditions sont souvent bonnes, il fait pas trop chaud, contrairement à ce qu'on peut avoir en Australie. En même temps on a des températures qui sont aux alentours de 20 degrés, donc c'est presque l'idéal pour faire du cyclisme. Bon, toujours faire attention au vent, qui peut parfois créer des coups de bordure parce qu'il y a très peu de végétation, même si on a moins de coups de bordure hein, que sur l'UAE Tour, notamment au Cayman, où on a plus ce phénomène-là, parce que c'est vrai qu'on a parfois des petites montagnes du côté du Alou-La-Tour. Et puis le parcours est quand même varié cette année, donc je pense que ça a dû attirer des leaders. Et puis l'idéal, c'est comme il y a un peu moins de densité, c'est vrai que pour des leaders, ça permet, même si on n'est pas à fond physiquement, de pouvoir jouer la gagne d'une course et de pouvoir se donner de la confiance. Alors que si vous n'êtes pas au top, peut-être que sur un trophée au Calvia par exemple, ou sur 2 épreuves à Palma de Majorque, ou sur une étoile de Bessèges,
où il peut y avoir un petit peu plus de monde, où le parcours n'est pas aussi dur aussi. Sur l'étoile de Bessèges, il n'y a pas de montée aussi compliquée. Donc si vous êtes un pur grimpeur, c'est parfois un petit peu compliqué l'étoile de Bessèges. Donc ça permet voilà, de se tester fin janvier, début février sur un parcours voilà, qui permet de se faire un petit peu la main et pas forcément avec une grosse densité de coureurs. Donc je dirais que c'est presque l'idéal. Voilà ce Alula Tour pour les leaders qui veulent reprendre de la confiance après parfois une année, par exemple 2024, qui n'aurait pas été exceptionnelle ou un petit peu en deçà de leurs attentes, ce qui peut arriver. On regarde tout de suite le parcours. Hop là, tour de magie pour récupérer le parcours. Eh bien, la première étape, donc c'est entre El Manchia Train Station et El Manchia Train Station. 143 km, une étape assez courte qui sera plutôt destinée au sprint. Un circuit pour finir sur cette journée, mais avec pas vraiment de grandes difficultés. Voilà, avec un sprint bonification, on aura 2 tours voilà, de circuit autour de El Manchia Train Station et puis un petit parcours sur la première partie de journée. On ira du côté des dunes et normalement on aura peu de spectateurs. Ça c'est un peu le problème du Alula Tour, mais je dirais c'est le problème de l'UAE Tour, de toutes ces courses là au Moyen-Orient. C'est que c'est vrai que les spectateurs, faut aimer le calme. Voilà, hein, ça nous rappelle un petit peu l'Arctic Race of Norway également. Ce deuxième jour, donc comme je vous le disais, on parle de Alula, la vieille ville, pour aller à Birgeida Mountain Virka. Parcours inédit. Là aussi, un circuit. On aura une première partie d'étape qui sera en ligne, avec déjà quand même une première partie de journée en prise, hein, entre Foudala et le sprint numéro 1. Vous voyez qu'on prend 500 mètres en une quarantaine de kilomètres, 500 mètres d'altitude en une quarantaine de kilomètres, donc ça veut dire qu'on va être quand même pas mal en prise. Et puis après ce circuit que l'on va faire également à 2 reprises, donc avec cette montée de Birgeida, montée qu'il faudra prendre donc à 3 reprises, hein, cette montée lors du premier passage, du deuxième passage et donc lors du dernier passage, une montée de soit 1,6 km à 12,1 de moyenne. Et en réalité, la montée commence même un petit peu avant. Donc si on prend les 3 derniers kilomètres, on est à 2,8 km à 9,4 de moyenne. Mais vous voyez que le dernier kilomètre 6 est très exigeant avec 12% de moyenne. Donc c'est une vraie montée punchy, plus courte que le Skyview of Aratuverid, mais qui devrait permettre de faire des dégâts. Et puis surtout, il va y avoir la répétition des efforts hein, sur cette journée. On n'est pas sur une montée sèche, hein, c'est une montée qu'on va prendre à plusieurs reprises. Et puis vous voyez aussi que comme le Skyview of Aratuverid, c'est une petite particularité du Alula Tour, il n'y a pas de descente derrière. On reste sur un plateau pendant très longtemps, un plateau qui peut être dégagé en plein vent, et ça continue même en montée jusque quasiment pendant une bonne dizaine de kilomètres après la difficulté, donc il faudra faire attention voilà, pour les coureurs du côté de cette journée. Étape numéro 3, de nouveau un sprint entre Aigra et Teimafort, 180 km quasiment, hein, donc là il y a du kilométrage. C'est aussi une épreuve qui a une petite particularité, c'est qu'il y a quand même souvent une journée longue, une journée voilà, avec longue avec du kilomètre pour un début de saison, donc ça aussi ça peut fatiguer un petit peu les coureurs. Fatigué et surtout être difficile dans la dernière heure de course. On aura un premier sprint en haut d'une bosse, voilà, et puis le troisième sprint, ça sprint bonification, sinon un sprint qui devrait être rapide, parce que les derniers kilomètres sont plutôt en fond plat descendant, donc on devrait finir sur un gros tempo, avec une journée où on sera quand même pendant très longtemps à 1000 mètres d'altitude, hein. On sera sur un grand plateau. Donc là aussi, même si c'est que 1000 mètres d'altitude, on n'a pas toujours fait des efforts forcément très hauts, donc il faut que l'organisme se réhabitue.
Et puis l'étape 4, l'étape de vendredi, entre Maraya et le Skyview of Aratuverit, 141 km, là c'est court, mais c'est dur, en fin de journée. Alors sur la première partie d'étape, vous voyez, c'est tout plat. Et puis on revient vers le Winter Park d'Alula pour aller récupérer ce Skyview of Aratuverit. Il faudra déjà passer le sommet de la bosse, on va dire, 2 km 9 à 12%, et c'est du vrai 12%, c'est-à-dire qu'il y a des passages à 17-18 dans cette montée, et c'est du vrai, c'est pas comme sur le Tour de Under où des fois ils mettent 22%, c'est sur 1 mètre, les 22%, là c'est vraiment dur, c'est impressionnant même. Pour moi, c'est l'un des moments de cette première partie de saison. C'est vrai que cette montée, c'est l'un des moments marquants, je dirais, de cette première partie d'année, comme Virunga Hill, comme Green Mountain à Oman, notamment, ou comme le contre-la-montre de l'étoile de Bessèges aussi. C'est en très peu de temps, c'est devenu une montée, je trouve, presque mythique. Pour ceux qui n'ont jamais vu, moi je trouve que c'est un truc qui est monstrueux, cette montée, qui est utilisée pour la première fois, c'était donc lors de la 2e édition, et depuis ça reste un moment marquant, je trouve, parce que c'est un enfer. Voilà, c'est vraiment un cauchemar, et sur la fin c'est très 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 dur. En plus, même s'il y a quelques épingles, ça reste quand même très rectiligne, donc c'est vraiment dur à passer cette montée. Et là aussi, particularité, au sommet, c'est plat. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de relancer la machine, et on a vu notamment l'année dernière que certains concurrents n'avaient pas réussi à accrocher sur le sommet, c'est-à-dire sur la remise de puissance. Quand il faut remettre du braquet, c'est là que beaucoup de coureurs avaient craqué et que le petit groupe de 5 avait réussi à s'échapper devant, notamment avec Simon Yates et Le Cerf. Et puis un sprint où il y aura un petit peu de descente pour arriver jusque dans le dernier kilomètre, qui est plutôt plat avec 2-3 virages avant le dernier kilomètre, mais ça se passe plutôt bien. Et puis dernière journée du Alula Tour, on part du circuit de Chameau, le Camel Track de Alula, pour retourner sur ce circuit de Chameau. Alors en fait on est sur la... Comment vous expliquer? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un jour le Quintet Plus. Le Quintet Plus, il y a la piste que prennent les chevaux, et vous avez une piste alors qui est à l'intérieur, là elle est à l'extérieur, mais qui est en goudron. La route où vous avez les photographes. Et les juges, je crois qu'ils sont aussi dans des petites voitures, dans les petites camionnettes. Vous avez déjà vu le Quintet Plus sur Equidia, vous pouvez me comprendre. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette route-là, donc qui est en fait un ovale, hein. C'est tout con, ça va rouler assez vite. Je crois que c'est 5-6 km le tour. De toute façon, on va le savoir, oui, c'est 6 km, voilà. Non, même un peu plus, pardon, 8 km. Donc c'est assez intéressant, et l'année dernière, il y avait pas mal de vent. C'est ce qui avait permis même à Merlier, qui avait bien utilisé le vent, de battre Casper Van Uden. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était sur cette arrivée-là. Voilà, du côté de Alula. On regarde tout de suite la météo. Alors, la météo cette semaine, grand soleil de prévu pendant toute la semaine. On sait qu'en Arabie Saoudite, de temps en temps, on peut avoir de la pluie. C'est encore arrivé cette année, notamment sur le Dakar, donc en début de mois. Température qui sera entre 22 et 25 degrés. Donc pas des températures énormes, ça sera tout à fait supportable pour les coureurs. Et du vent prévu à la fois jeudi et samedi, où il y aura un petit peu de vent aux alentours de 30-35 km/h en rafale. Donc comme c'est très dégagé, il faudra faire attention. Il faudra faire attention également à la poussière, que ça soit pour les concurrents, parce que forcément ça nuit à la qualité de l'air. Il y a toujours du sable qui bouge, donc voilà, ça nuit à la qualité de l'air. Forcément, ça peut être plus difficile en termes de respiration. Puis faire attention également du côté du matériel, parce que le sable, ça fait pas bon ménage avec les chaînes. Alors normalement, on a une petite particularité, c'est qu'on va mettre du silicone sur les chaînes pour éviter que le sable se colle à la chaîne, mais ce qui demande une préparation particulière du côté des vélos.
on regarde un petit peu le palmarès des précédentes éditions. Eh bien, donc, certes, on a eu quelques éditions avant 2020, 3 éditions, mais qui étaient surtout remportées par des concurrents asiatiques. La première édition, on va dire internationale, de la version moderne de ce Alula Tour, eh bien, c'était en 2020. À l'époque, ça s'appelait le Tour d'Arabie Saoudite. Et Bao s'était bien battu, notamment sur les bonifications jusqu'au bout, face à Nasser Boigny à l'époque. Bauhaus, pour certains qui veulent vraiment la prononciation à l'allemande avec le H aspiré, eh bien, il était emmené par Mark Cavendish à l'époque, qui était son lanceur. C'est pas arrivé souvent. C'était l'une des rares courses qui avait eu lieu avant la pandémie. Rui Costa avait fait 3, Rui Costa avait encore fait 3 en 2022 parce que la course n'avait pas eu lieu en 2021 avec l'introduction de cette montée vers le point de vue de Skywat Ouverid. Et là c'est Maxime Van Gils qui s'était imposé, c'était sa première grande victoire face à Buitrago qui était resté un peu en carafe à une vingtaine de secondes, et donc Rui Costa. En 2023, c'était Ruben Guerreiro, le Portugais, qui s'était imposé face à Formolo et Santiago Buitrago. Et puis l'an dernier, Simon Yates avait réussi à faire la différence avec la Bike Exchange en battant Le Cerf au sprint et Finn Fischer-Black, qui à l'époque était du côté de la UAE. On regarde un petit peu les équipes présentes au départ de cette épreuve. Je vous mets tout de suite la liste de départ. Hop là, vous la voyez, elle est magnifique. Bien entendu, on commence avec la Jayco Alula, avec à l'intérieur de cette équipe Alan Everly, qu'on va suivre quand même attentivement, ce que peut faire le coureur sud-africain. On aura également Dunbar et Ronavegen. Du côté de la Soudal Quick-Step, il y aura Tim Merlier qui sera là en tant que leader pour les sprints. Du côté de la UAE, on embarque Molano pour les sprints et on aura également Maika, je pense, qui peut jouer sa carte du côté du classement général. Pidcock sera là sous les couleurs de la Q36.5 avec Asparen et Moschetti pour les sprints. Il y aura également Lippins, on verra si c'est Moschetti ou Lippins qui fera les sprints, je pense plutôt Moschetti. Du côté de la Tudor, on aura Arvin de Klein au départ, avec Roland Tallman, qui a couru pendant très longtemps en Continental du côté de la Vorarlberg notamment. Il y aura Yanis Wazar. Du côté de la Picnic Postenel, Fabio Jacobsen sera là avec Degenkolb et Frank Vandenbroek. Il y aura également Casper Van Duden. On essaiera de voir qui sera le leader du côté du sprint entre Jacobsen et Casper Van Duden. Christophe sera là du côté de la Uno X avec Johannes Coulset et Jonas Abrahamsen, avec Vernes aussi. Donc il sera bien entouré pour les sprints. Du côté de la Bahreïn, on part avec Max Van der Meulen, Andrea Pasqualone, Bruto Messo pour les sprints, le jeune coureur italien. Puis il y a également Keplinger. Du côté de la XDS Astana, il y aura le français Pierre-Henri Basset, les frères Vinokourov et Fedorov. Du côté de la Kern Pharma, Unai Iribar, avec également Marc Brustenga ou Inigo Elozegui. Du côté de la Team Total Energy, Jordan Gegat, avec également Samuel Leroux qui sera là, qui avait fait un grand début de saison l'an dernier sur l'étoile de Bessage, mais qui ne sera pas sur l'étoile de Bessage cette année, je pense, s'il est sur cette épreuve. La Cara Rural part avec Abner Gonzalez, ancien coureur de la Movistar, notamment Callum Johnston ou encore Daniel Babor. Il y aura une sélection d'Arabie Saoudite, l'équipe JCL Timukyo avec Fanchelou qui sera au départ, qui était un coureur de la Q36.5. Voilà une sélection mi-japonaise, mi-italienne. Il y aura l'équipe Teranganu Cycling Team qui s'est pas mal renforcée, notamment avec l'arrivée de Stéphane Debot qui était chez EF. Roger Insurance également avec Blake Quick, Dylan Hopkins ou encore Ken Richards. Et puis on aura la Wagner-Bazin Wallonie-Bruxelles, parce que je rappelle que c'est la fusion de l'équipe Wagner-Bazin et de l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles. Les deux équipes ont fusionné pour monter en deuxième division. On aura Pierre Barbier du côté des sprints. Et puis il y aura un Français, Henri-François Reynard-Aquin, ou encore Jans Renders, ou encore également Kenneth Van Roy, qui est toujours là. Kenneth Van Roy. Bon, donc voilà, il y a quand même
Alors c'est pas la plus grosse start list du monde, mais il y a quand même quelques coureurs intéressants. On va regarder ça tout de suite. J'enregistre, nous sommes le 27 janvier, il est 13h45. Donc nous sommes lundi, donc il peut y avoir encore des toutes petites modifications par rapport à la liste de départ. Du côté des coureurs à suivre, eh bien, on va commencer, des coureurs, des favoris, pardon, pour cette épreuve. On va commencer avec les sprints. Moi, je vois en archi-favori Tim Merlier. L'année dernière, il avait déjà été très très bon sur cette épreuve. Donc, je pense que ça va être dur d'aller le chercher. Il est en confiance. En plus, là, il va vraiment avoir une équipe concentrée quasiment que sur lui. On aura Dylan Groenewegen, le néerlandais. Déjà parce que Jaiko Alula, le co-sponsor, c'est également la ville qui organise cette course. Donc forcément, c'est pas n'importe quelle épreuve. Il faut montrer aux sponsors qu'on est là, qu'on est présent et qu'on est capable de gagner cette course. C'est un peu comme la Lidl Trek avec le Tour d'Allemagne. Voilà, quand il y a des intérêts du côté du sponsor, tout d'un coup, on a de l'ambition. Et puis Groenewegen a souvent été intéressant au début de saison sur cette épreuve, donc il commence à bien la connaître. De Klein aussi, forcément parce que les étapes de sprint sont très plates. Forcément, De Klein sur des étapes plates, ça peut être un coureur costaud, même si normalement ils doivent être un coureur de moins que les autres équipes. Et puis les coureurs à suivre du côté du sprint, eh bien Jakobsen, parce que lui, il doit se relancer après une année 2024 qui n'a pas été exceptionnelle, et il aura une concurrence en interne avec Casper Van Duden. Il y aura également Matteo Moschetti, lui aussi il a une concurrence en interne avec Lippins, et voir aussi que Q36, qui était avant son équipe avec celle de Nizzolo, ça a un peu changé cette année. Et puis Bruto Messo, le sprinter italien qu'on avait vu notamment du côté de la Crow Race, je crois me rappeler, Bruto Messo, alors que je viens de cracher sur mon tapis de souris tout neuf. Du côté des favoris du général, eh bien on aura Rafał Majka, parce que c'est vrai que du côté du AE, même si on part avec Molano, on sent que Majka, il y a des opportunités pour lui, et son gabarit va bien fonctionner, je pense, sur cette montée du Skyview of Aratouverit, parce que les petits gabarits fonctionnent très bien sur cette montée-là. Buitrago, Simon Yates, Le Cerf, par exemple, avait été efficace. On va voir quand même Thomas Pidcock, parce qu'il l'a dit, il a redit que son objectif c'était les grands tours. Et puis là, maintenant, c'est le leader de l'équipe, donc il faudra qu'il se montre, Thomas Pidcock. Et puis, on regardera également Eddie Dunbar, même si je regarderai quand même Alan Everly aussi sur cette étape-là pour voir ce qu'il est capable de faire sur cette montée avec beaucoup de pourcentages. Parce que c'est vrai que Dunbar, des forts pourcentages, c'est pas forcément là où il est le plus efficace. À suivre, eh bien Jordan Jegat, qui a fait une belle saison l'an dernier, donc on va le suivre du côté de la Total Energy. Van den Broek également, Frank Van den Broek, le coureur de la Picnic. Et puis moi je vais suivre également Henri-François Renard, Aquin, le coureur de l'équipe Wagner-Bazin. Pourquoi? Parce que j'ai vu quand même dans son petit palmarès qu'il avait remporté une étape du Tour d'Alsace qui n'était pas totalement plate. Il a également remporté l'Estival bretonne. Voilà, c'est un coureur qui a eu quelques résultats quand même sur des épreuves nationales en France. Voilà, j'attends de voir ce qu'il est capable de faire. Ça peut être peut-être une surprise, ça peut être un bon moyen de se montrer, voilà, du côté de ce coureur français, Henri-François Renard-Aquin. Donc on verra ce que ça donne du côté de ce coureur. Du côté des horaires du programme télé pendant toute la semaine sur Eurosport Max, je pense sur Eurosport, ça sera aux alentours de 12h30, entre 12h30 et 12h45 pour la prise d'antenne. Arrivé, j'irai vers 14h20, 14h30, je crois l'année dernière c'était dans ces eaux-là, donc avant Palma-de-Majorque. Et puis toute la semaine sur la plateforme l'équipe, la prise d'antenne, elle parfois sera un petit peu plus tard. J'ai vu notamment sur une étape où ils prenaient l'antenne qu'à 13h30 et pas à midi et demi. Voilà, du côté donc de l'équipe, de la plateforme l'équipe, ça sera l'équipe 1. Je crois que c'est pas diffusé à la télé, par contre du côté de la chaîne l'équipe, du côté de cette épreuve du Alula
tour. De toute manière, à la fin de chaque étape, je vous ferai un point sur à quelle heure partira l'étape du lendemain. J'essaie de me le noter parce que c'est vrai que ça m'a... Voilà, il y a certaines personnes qui des fois oublient les erreurs des programmes télé, donc je vous dirai ça tous les soirs en fin de vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, pardon. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!